Salam alaikum. Donc, on continue avec notre module géologie. Donc, nous avons comme troisième chapitre la géodynamique interne. Donc, tout d'abord, comme définition, c'est quoi la géodynamique interne? Donc, la géodynamique, donc, c'est la dynamique ou l'activité de la Terre. Elle elle concerne les mouvements et les processus qui affectent l'intérieur de la Terre. Donc, comme nous avons la géodynamique interne, nous avons aussi la géodynamique externe. Alors, afin de comprendre la géodynamique interne, le chapitre est divisé en trois parties, tectonique des plaques, sismologie et volcanologie. Donc, la tectonique des plaques, afin d'entamer cette partie, donc on doit comprendre d'abord c'est quoi les plaques lithosphériques. Donc, nous allons besoin de connaître la structure du globe terrestre. Donc, le globe terrestre est divisé en trois parties. La croûte terrestre, océanique et continentale. On voit très bien qu'ils ont des caractéristiques différentes. Exemple de l'épaisseur. Donc, l'épaisseur de la croûte océanique est l'épaisseur est très basse par rapport à l'épaisseur de la croûte continentale. Nous avons aussi la densité. Donc la croûte continentale est moins dense que la croûte océanique. Aussi la nature, donc la nature, la quasi-totalité des roches océaniques, des roches de la croûte océanique sont basaltiques, alors que la croûte continentale est granitique. Donc, nous avons ici la discontinuité de Movici. Donc, la discontinuité de Movici ou bien le Moo, donc sépare le manteau supérieur de l'écorce terrestre. Le manteau lui-même est divisé en deux, le manteau supérieur et le manteau inférieur. Donc, le manteau supérieur, il a une densité de 3,4. Il s'agit d'une couche rigide, donc il est constitué de trois couches, une couche rigide et deux autres couches, alors que le manteau inférieur ou la mésosphère est constitué d'une seule couche. Donc le noyau, donc nous avons le noyau externe et le noyau interne. Le noyau externe est composé essentiellement du fer et le noyau interne de la Terre est constitué essentiellement de fer mais aussi de nickel. Donc la présentation contient les différentes caractéristiques des différentes couches du globe terrestre. Alors voici un schéma qui récapitule tout ce qu'on a vu maintenant. Donc nous avons ici la croûte océanique, la croûte continentale, le manteau supérieur. Ce manteau supérieur est divisé, ce manteau supérieur, la partie supérieure du manteau supérieur forme avec l'écorce terrestre la lithosphère. Donc, c'est ça les plaques lithosphériques. Les plaques lithosphériques sont composées de l'écorce terrestre et la partie supérieure du manteau supérieur, alors que la partie inférieure du manteau supérieur constitue la sténosphère. Nous avons le manteau inférieur, le noyau externe et le noyau interne. On voit clairement ici la limite ou bien la discontinuité de Kattenberg entre le manteau inférieur et le noyau externe, et aussi la discontinuité de Lehmann qui est à 5155 km de profondeur et qui sépare le noyau externe du noyau interne. Bien sûr, ce schéma, l'échelle, la composition de la croûte terrestre, et ça c'est bien connu par l'étude des roches qui forment la surface terrestre et aussi par de nombreux forages. Notre connaissance du manteau et du noyau est cependant plus limitée. Malgré tous les efforts déployés à cet effet, aucun forage n'a encore traversé le Moo. Donc quand même nous avons des échantillons du Moo, au-delà du Moo, c'est-à-dire le Moo et la partie externe du globe, donc c'est l'écorce terrestre. Voilà, donc nous avons vu la lithosphère, la sténosphère, les différentes couches du globe terrestre. Maintenant, nous allons entamer la partie plaque lithosphérique. Donc la lithosphère, c'est la couche superficielle de la Terre. Donc elle est épaisse de 70 km à 150 km environ.
on la considère dans l'ensemble comme rigide, capable de résister sans déformation appréciable à des pressions de l'ordre de 107 pascal ou bien sans barre. Elle est divisée en plaques mobiles sur leur substratum appelé asténosphère. Donc ces plaques lithosphériques peuvent être mobiles sur un substrat qui s'appelle l'asténosphère. Donc c'est la partie inférieure du manteau supérieur. Alors nous avons aussi la définition de l'asténosphère et la différence entre la lithosphère et l'asténosphère. Bien sûr, ce schéma présente les différentes plaques lithosphériques. Donc, nous avons la plaque pacifique, la plaque australienne, la plaque NASA, la plaque sud-américaine, la plaque aussi africaine, la plaque indienne, la plaque eurasienne, donc c'est l'Europe et l'Asie, donc la plaque Caraïbe et la plaque nord-américaine, aussi la plaque antarctique. Et ça, c'est la continuité latérale, bien sûr, de la plaque eurasienne de cette partie-là. Nous avons aussi la plaque arabique et la plaque NASA, voilà, et la plaque scotia. Ces différentes plaques donc sont distinctes et séparées et ils sont en mouvement sur l'asténosphère qui est viscoélastique. Donc la fluidité relative de l'asténosphère permet à ces plaques-là de bouger dans différentes directions. On compte 15 grandes plaques, c'est-à-dire que nous avons aussi des microplaques, d'accord? Donc à chercher cette information des microplaques. Donc ces plaques peuvent expliquer beaucoup de phénomènes, comme les volcans, les séismes, l'activité, les séismes actifs et les séismes passifs. Pourquoi nous avons des séismes actifs et pourquoi nous avons des séismes passifs? Donc tout cela est expliqué par cette théorie, donc la théorie de la dérive des continents, donc c'est le mouvement des plaques lithosphériques sur l'asténosphère. Alors, ici nous avons un résumé des différentes trois couches du globe terrestre. Alors, comment nous avons pu savoir cette structure? Personne n'était là-bas. Donc le forage le plus profond donc atteint que la discontinuité de mots. Donc comment l'être humain a pu savoir ou a pu connaître cette structure? Donc cette structure est connue par les ondes sismiques. C'est grâce à les ondes sismiques. On va détailler d'ailleurs les ondes sismiques dans la deuxième partie qui est la sismologie. Donc nous avons donc un c'est-à-dire un générateur des ondes sismiques artificielles. Il est placé dans l'écorce terrestre. On va envoyer des ondes, des différentes d'ailleurs ondes, les ondes P, les ondes S, etc. Donc chaque onde a une caractéristique. Donc nous avons des ondes qui a une vitesse donnée dans un milieu visqueux, nous avons une autre dans un milieu, c'est-à-dire fluide, et grâce à ces ondes sismiques, on a pu connaître et savoir la structure interne du globe terrestre. On ne peut pas très bien expliquer ça maintenant. On doit d'abord entamer la deuxième partie de la sismologie et on va revenir à cette note-là. Voilà, donc ici le schéma qui présente la vitesse et le comportement des ondes P dans le globe terrestre. Ici, c'est les ondes S et ici, nous avons la densité par rapport à la profondeur. Nous avons ici les mesures et leur interprétation. Donc, c'est grâce à ces échelles-là, c'est grâce à ces données qu'on a pu interpréter et nous avons, c'est-à-dire conclure la structure du globe terrestre.